Bonjour à tous, une vidéo de cours sur ce chapitre 10 pour vous présenter les premières propriétés calculatoires qu'on va avoir sur les intégrales. Donc c'est des propriétés qui vont vous rappeler le programme de terminale. Euh, à la fois ça va vous rappeler des choses et à la fois ça va vous les rappeler précisément parce que peut-être ce sont des choses qui se sont passées en fin d'année ou dans la période où les cours se faisaient à distance et c'est peut-être pas toujours évident d'avoir intégré absolument toutes les propriétés. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait pour l'instant, on a défini juste l'intégrale d'une fonction. Euh, c'est simplement évaluer une primitive de la fonction en chacune des bornes de l'intégrale et faire la différence. Et alors si on applique ça, on a tout un tas de petites propriétés qui vont arriver directement. Donc la première propriété, c'est une relation de Schall. Donc la démonstration calculatoire, je vous ai donné succinctement à chaque fois, et je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter aussi une petite justification graphique de la chose. Donc la propriété, la relation de Schall, qui porte le même nom que la propriété que vous connaissez déjà sur les vecteurs. Ça consiste à dire qu'une intégrale entre a et c, on peut la couper en deux, entre l'intégrale entre a et b et l'intégrale entre b et c. Alors, ce qui se passe très rapidement, graphiquement, c'est que si mon intégrale entre a et b et entre b et c mesure l'air qu'il y a sous la courbe, alors c'est clair que l'air sous la courbe entre a et b plus l'air sous la courbe entre b et c, ça donne l'air sous la courbe entre a et c. Donc ça c'est pour l'interprétation R sous la courbe. On va voir au fur et à mesure de ces propriétés que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Notamment dans la définition, il n'y a rien qui nous impose que le résultat soit positif. On en parlait déjà dans la première partie du cours. Mais en tout cas, si on voit cette interprétation-là, on comprend très bien que quand on met bout à bout deux intégrales, eh ben, les R se cumulent. Et ça se voit très bien si l'intégrale se voit comme grand F de B moins grand F de A. Donc la différence euh, entre les valeurs en B et en A de la primitive qu'on a choisie, et grand F de C moins grand F de B pour l'intégrale de B à C. Et là, on voit bien que le F de B se simplifie, et il nous reste juste F de C moins F de A, grand F de C moins grand F de A, qui correspond précisément à l'intégrale entre A et C. Alors ça nous donne une première, indication, ça permet une première remarque. Si vous faites l'intégrale entre A et B d'une certaine fonction, note juste de f comme ça, il faudrait écrire de f de t dt, mais vous pourrez rencontrer cette notation légèrement abrégée, plus l'intégrale entre b et a de la même fonction f, d'après la propriété qu'on vient de voir, c'est intégrale de a à a de f, et ça fait donc f de a moins f de a, ça fait 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'intégrale de a à b, c'est grand f de b moins grand f de a, et c'est effectivement l'opposé de l'intégrale de b à a, qui lui vaut f de b, f de a moins f de b. Donc première remarque, on a tout à fait le droit de mettre des bornes de l'intégrale, pas forcément la plus petite en haut et la plus grande, non, la plus petite en bas et la plus grande en haut. On a le droit de les mettre dans l'ordre qu'on veut. Par contre, si on intervertit les deux bornes, eh ben, ça nous donne l'opposé de l'intégrale qu'on calcule. Donc déjà une première indication, si en fait quand je dis intégrale de a à b, une fonction positive comme ça représente l'air sous la courbe.
L'intégrale de a à b, c'est sous-entendu, je regarde de a vers b, je compte l'air positivement. Si je fais l'intégrale de b à a, c'est que je vais regarder comme si je parcourais mon intervalle de droite à gauche, et ça va tout compter en négatif. Si vous imaginez une fonction constante et un rectangle, c'est un peu comme si la largeur du rectangle, donc la différence des abscisses, si je regarde de droite à gauche ou de gauche à droite, bah dans un cas ça me fait b moins a, et dans l'autre cas ça me fait a moins b. Donc ça change en fait le signe, c'est-à-dire que cette largeur-là, c'est pas seulement la longueur, enfin la largeur en centimètres, c'est vraiment b moins a affecté d'un signe. Donc dans ce cas-là, l'intégrale de a à b d'une fonction, c'est logique que ce soit l'opposé de l'intégrale de b à a d'une fonction. Donc ça change un petit peu par exemple par rapport à l'idée qu'on avait des sommes. On écrit somme pour k allant de 0 à n de quelque chose, et on s'est jamais autorisé à dire somme pour k allant de n à 0, et on veut écrire les termes dans l'autre sens, un plus un-1 plus etc. plus u1 plus u0, ben, il faut trouver une réindexation ou quelque chose comme ça. Là, notre primitive, notre intégrale plutôt, si je la fais de a à b, ça donne un certain résultat. Si je la fais de b à a, ça donne le résultat opposé. Donc ça, c'est une première remarque vraiment très importante. Deuxième remarque dont on a déjà parlé, deuxième propriété, dont on a parlé notamment, j'en ai parlé, j'en parle si vous n'avez pas encore vu la vidéo, dans la vidéo qui explique la notation intégrale pour parler d'une primitive, d'une fonction. Donc il y a une propriété de linéarité qui est assez naturelle. Je l'ai écrite en deux temps, mais on pourrait écrire intégrale de lambda f plus mu g égale lambda fois intégrale de f plus mu fois intégrale de g. Ou alors en deux temps, si j'additionne deux fonctions f et g, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et si je multiplie par une constante, eh ben, ça multiplie l'intégrale par cette même constante. Donc l'interprétation de ça est assez facile. Vous imaginez faire l'intégrale d'une certaine fonction f. C'est la courbe de f, je note juste f là. L'intégrale d'une certaine fonction g. Et bien si je fais l'intégrale de f plus g, toujours entre a et b, je vais bien additionner ce qu'il y a sous f et ce qu'il y a sous g. Parce que effectivement, f plus g, ça va être une fonction qui va être la résultante de tout ça. C'est-à-dire que là, dans f plus g, c'est comme si j'avais cumulé f plus g. Donc en un x, là j'ai f de x. Et je rajoute g de x. Et ça me donne f plus g de x en haut. Donc en fait, l'air que j'ai sous f et l'air que j'ai sous g se cumulent pour donner l'air sous f plus g. Ça c'est assez naturel. Ce qui est naturel aussi, c'est la multiplication par une constante. Entre a et b, vous avez une fonction f. Si vous la multipliez par 2, l'air va être doublé par rapport à l'air qu'il y a juste sous la courbe f. Donc ça c'est très naturel. Vous multipliez par 3, l'air va être triplé. Et l'autre cas assez amusant, c'est si je multiplie par moins 1, et moins f, ben, l'air qu'on a ici, c'est la même surface, mais ça va être compté négativement.